Bonsoir à Gérard Haddad, psychanalyste, écrivain. Et nous sommes ici, et bonsoir à Gérard, nous sommes ici Bonsoir, bonsoir pour, Giancarlo. grazie. Et nous sommes ici pour la traduction du livre Éloge de la trahison, publié l'année dernière et qui sort et vient de sortir en Italie, en italien, Elogio del tradimento, per la maison d'édition Poiesis di Alberobello et elle a un sous-titre pour commencer, 12 lettres sur la nature du sionisme et sur l'État d'Israël. C'est des façons, disons, littéraires qui envoient 12 lettres au maître, au professeur Yeshayahu Leibovitz, et qui t'a connu, t'a fréquenté, qui t'a traduit plusieurs livres Sept livres. de lui. Et J'ai donc, traduit euh, sept livres. on commence pour les titres difficiles. Et comment éloge de la trahison? Pour quelle raison pense D'abord, permettez-moi de dire que j'ai fait dans ma vie trois rencontres qui ont à chaque fois changé ma vie. Évidemment, la première, ça a été celle de ma femme, Antonietta. La seconde fut celle de Lacan. Et la troisième fut celle de Leibovitz. La première fois que je l'ai vue, ça a duré une demi-heure, notre première rencontre. Je ne l'ai pas rencontrée d'ailleurs, j'ai dû la rencontrer trois ou quatre fois. Ça a été vraiment un choc. Je ne comprends pas pourquoi. La rencontre de certaines personnes qui ont ce qu'on appellerait un charisme particulier. J'avais été le voir d'ailleurs pour quelque chose concernant la philosophie de Maïmonide sur la question du messianisme. Pourquoi cet homme m'a changé complètement ma façon de voir, et puis ça, il est mort en 93, ça fait maintenant beaucoup d'années, n'est-ce pas? Ça fait 30 ans et quelques qu'il est mort, plus. Mais l'empreinte qu'il a marquée dans ma vie est restée toujours aussi profonde, et comme si j'étais dans ce sillon-là que je développe. Alors le titre peut paraître surprenant, parce que c'est d'abord une expression qu'il employait lui-même. Une fois, il a dit, à plusieurs reprises, il a dit, considérez-moi comme le traître à toutes les valeurs qui dominent ce pays, qui règnent en ce pays. Le pays étant Israël. C'est quoi les valeurs? C'est le nationalisme, le culte de l'armée, voilà, quelque chose comme du fascisme. C'est d'ailleurs le mot qu'il emploiera aussi, israélo-fascisme, avant de dire même israélo-nazisme. Donc, je pense qu'il y a deux types de trahison. Il y a ce que j'appellerais la trahison crapuleuse, celle que l'on fait pour un intérêt sordide. On trahit un ami, on trahit pour une question de gain matériel. Il y a ce que j'appellerais la trahison éthique. Et c'est une tradition dans l'histoire. Prenons déjà simplement la Bible. Dans la Bible, il y a un personnage qui est un grand prophète qui s'appelle Jérémie. Jérémie a trahi, si on veut, pour les gens de l'époque, il a trahi, et même son ami direct, qui s'appelait Guidalia, a été assassiné pour trahison, pour collaboration avec l'ennemi. Il y a comme ça dans l'histoire beaucoup des personnages, prenons le cas de la France, le général de Gaulle, en juin 40, il trahit la France, si on peut dire, et puisqu'il quitte la France, et il va rejoindre l'Angleterre. Il va combattre même les troupes, certaines, le fascisme français, la milice française, etc. Donc, c'est une notion éthique, la trahison. C'est-à-dire que lorsque une communauté à laquelle on appartient devient folle, devient
criminel, eh bien, la position éthique, c'est de s'en aller, c'est de la trahir, c'est de partir, et même d'aller combattre avec ses ennemis. Je vous dis, dans le monde juif, dans l'histoire juive, il y a plusieurs exemples fameux de ça. Bon, j'en citerai un deuxième, celui de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Freud avait évoqué au moment de quitter Vienne en 1938. Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il y avait le siège de Jérusalem par Vespasien et Titus, son fils, il a été les voir, il a pactisé avec eux, il leur a dit, oui, oui, d'accord, je vous demande en échange de pouvoir me replier avec quelques élèves dans un village. Bon, voilà le cadre. Aujourd'hui, ce livre, ce qui m'a poussé à l'écrire, mais d'un seul jet pratiquement. Moi, j'écris lentement, mais quelquefois, ça arrive que c'est d'un seul jet. Et il est arrivé juste après un autre livre que j'ai écrit, je crois qu'on en a parlé, qui s'appelle Oui, L'archéologie du sionisme. le sionisme. Pendant des années, j'ai été sioniste. Et comme je suis un peu bizarre, si vous voulez, quand je crois en quelque chose, moi, je la fais. Quand j'étais sioniste, je me suis dit, il faut que j'aille vivre en Israël. J'ai abandonné une situation fort confortable à Paris, où je démarrais une carrière assez correcte, si vous voulez, dans des conditions de confort, etc. Mais j'ai cru, et je ne regrette pas d'ailleurs, parce que j'ai cru que le sionisme était la solution. Et je suis allé, j'ai tout abandonné, ma maison, tout, et je suis allé vivre en Palestine, en Israël. Et là, j'ai découvert une réalité qui ne correspondait pas du tout à mes fantasmes. Une société fraternelle, généreuse, pratiquant la justice, non. Peu à peu, j'ai découvert une société fascisante, pour qui les valeurs suprêmes, c'est la violence. Dans la tradition juive, la valeur suprême, c'est l'étude, la recherche, la réflexion. Pour moi, le personnage le plus emblématique, peut-être au XXe siècle, c'est Einstein. Le sionisme, comme je l'ai déjà raconté dans ce livre, L'archéologie du sionisme, on dit souvent que c'est Herzl qui l'avait fondé, peut-être, mais il y a aussi son ami qui s'appelait Max Nordau, pour qui le peuple juif était un peuple dégénéré, à une époque où le peuple juif avait produit Freud, Einstein, des écrivains extraordinaires, etc. Thomas Et More. bien pour lui, il fallait que le peuple juif quitte cet univers de réflexion, etc. Et au congrès de Bâle, le deuxième congrès, il a fait son discours appelant au développement du muscle juif. Le juif doit être musclé. Il doit plus être un sage. Il doit plus être un réflexion. Il doit être un combattant. L'idéal israélien, c'est pas, comme on dit en hébreu, un hacham, un sage. C'est un guerrier. L'idéal sioniste, c'est d'être guerrier. Si vous voulez, j'ai été bouleversé, ce qui a fait chez moi un craquement. Bon, déjà, la rencontre avec les Leibovitch, j'avais déjà, mais j'étais resté quand même. Les Leibovitch, même, était sioniste, hein, au départ. Et d'une certaine façon, il l'est resté. Sauf moi, à mon avis, vous savez, on dit souvent, les nains qui montent sur les épaules du géant, ils voient plus loin que le géant. Et moi, je pense que je vois plus loin que les Leibovitch. Que le sionisme n'est pas ce qu'ils croyaient, ce que croient la plupart des gens. Le sionisme est un totalitarisme, un fascisme, et qui a un colonialisme qui a fait souffrir un peuple qui n'avait rien fait, à savoir les Palestiniens, qui a infligé à ce peuple, un peuple frère quand même, parce que semble-t-il, finalement, ces Palestiniens, c'est qui? C'est des Hébreux de l'Antiquité qui n'ont pas quitté, comme l'a dit un professeur israélien, d'ailleurs, comme il s'appelait Shlomo Sand, Oui. ces Palestiniens ne sont que des Hébreux qui ont été convertis au christianisme ou à l'islam. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce sont des êtres humains.
On a fait un génocide à Gaza. On a tué des dizaines de milliers d'enfants dans des conditions épouvantables. Et jusqu'à présent, tous les jours, il y a des morts à Gaza. Ceci m'a bouleversé, m'a révolté. J'ai rompu complètement. Je suis antisioniste. Il faut se débarrasser. La tâche des juifs aujourd'hui intellectuels, c'est de se débarrasser du sionisme. Ça ne veut pas dire contre l'État d'Israël. L'Israël, il peut exister, ce n'est pas un problème, à condition qu'il ne soit plus sioniste. On peut être contre le nazisme sans être contre l'Allemagne. D'accord? Une Allemagne. Israël, c'est pareil. Il faut que cette idéologie qui domine ce pays, suprémaciste, qui considère que les juifs, qui peuvent être, sont supérieurs aux Arabes, aux Palestiniens, etc. Il faut que cette idéologie soit abandonnée, cassée, vaincue. Elle ne lâchera pas son pouvoir facilement. Et que l'on fasse une société, comme l'avait imaginé d'ailleurs même des gens comme Eliezer Ben Yehuda. Vous savez que j'ai traduit sa biographie. Eliezer Ben Yehuda avait voulu un pays binational, où les juifs et les pas juifs, quelle que soit l'origine religieuse, vivent à égalité, à égalité, quoi, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Pas, pas un peuple au-dessus d'un autre. Regardez, aujourd'hui même à la Knesset, on a fait passer une loi, la peine de mort, mais uniquement pour les Palestiniens. C'est de l'apartheid. Si on veut mettre la peine de mort, c'est déjà une abomination. Admettons on veut la réintroduire, comme ça existe dans plein d'endroits aux États-Unis, par exemple, dans plein des États des États-Unis. Mais au moins, c'est la loi pour tout le monde. Quelqu'un qui aurait assassiné, qui aurait fait un crime épouvantable, condamné à mort, peu importe. Mais non, ce sera, si on est juif, on l'a pas, et si on n'est pas juif, eh ben, ils vont être pendus. Le crétin, l'assassin qui a mené cette campagne, qui continue à la mener, il se promène avec, sur son pull, là, il a mis un, un pin, vous savez, là, les pins qu'on met là, Sì. il y en a qui mettent. Lui, ce pin, c'est une potence. C'est un homme extrêmement malade, c'est un type exécrable, c'est un nazi. Je ne vois pas pourquoi les juifs, il n'y aurait pas des nazis chez les juifs, hein. Encore une fois, les survivants de la Shoah, c'est pas, l'État d'Israël n'a pas été construit par eux. Ils ont été une minorité qui a été maltraitée jusqu'à présent par les sionistes, parce que on leur reprochait d'être allé mourir comme un animal qui va à l'abattoir. Ils ne se sont pas battus. Et jusqu'en 61, Ben Gurion en particulier détestait les survivants. Jusqu'en 61, en 61, ils ont compris qu'avec l'affaire Eichmann, ça pouvait être un argument politique important. Ils ont joué avec beaucoup de cynisme là-dessus. Donc, je suis personnellement très affecté par cet effondrement du droit international, dont Israël est pour une part importante responsable. Cette espèce de couple de Netanyahou, cette espèce de personnage immonde et qui pactise avec ce président des États-Unis qui est aussi un personnage exécrable et en même temps probablement détérioré mentalement. Ce couple fait souffrir des millions de gens. On a estimé que les Américains, depuis 30 ans, ont tué directement ou indirectement, plus de 4 millions de personnes. En Irak, en Afghanistan, en Libye, toutes ces guerres que c'est l'Occident aujourd'hui a perdu, à mes yeux, tout prestige. Et je pense que l'Iran est un pays que j'admire beaucoup. Je sais bien, on en donne une image épouvantable.
On dit par exemple que les Iraniens, le régime iranien a tué 30 000 personnes qui manifestaient. C'est faux, on sait que c'est faux. C'est des chiffres de propagande. Et de quoi s'agit-il en fait? Quand il y a eu la manifestation, d'abord, depuis la création de l'État islamique, l'Occident n'a pas arrêté de faire des problèmes à ce pays. La guerre avec l'Irak d'abord, qui a 1 million de morts. L'Iran, c'est aussi l'État qui a cherché à faire la bombe atomique pour contraster Israël. Non, c'est faux, ça aussi, c'est complètement faux. Ils ont signé un accord qui a été contresigné par 5 pays, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, etc. Et Trump a déchiré cet accord. Cet accord disait que la Commission internationale, l'AEIA, l'Organisation internationale était sur place en Iran et contrôlait qu'il n'y avait pas d'armes atomiques en fabrication. D'autre part, le guide suprême de l'Iran, qui a été assassiné lâchement, M. Khamenei, sur lequel j'ai écrit moi-même une biographie il y a des années de ça, il avait dit la bombe atomique, c'est une bombe immorale. Je ne veux pas qu'on la construise. Il avait fait ce qu'on appelle une fatwa. Moi, j'ai plus confiance dans les paroles des Iraniens que dans les paroles de n'importe qui d'autre, hein. Donc les Iraniens ne voulaient pas de bombe atomique. Il faut que vous sachiez que le développement intellectuel de l'Iran est exceptionnel. Il est au-dessus de tous les pays occidentaux. Le vrai dirigeant de l'Iran s'appelait Larijani. Larijani. Ce monsieur a écrit 3 livres sur Kant. Il a fait une étude poussée sur, comment s'appelle-t-il, Popper. C'est des gens d'un niveau incroyable. Et il avait exigé, les universités iraniennes produisent le plus grand nombre d'ingénieurs et de chercheurs dans le monde, plus qu'aux États-Unis. Je parle par million d'habitants. Évidemment, ils sont 100 millions, les États-Unis sont 200, je ne sais pas combien, 250 millions, je crois. Ils ont dans tous les domaines publié dans les revues internationales, les femmes et les hommes. On nous raconte des journalistes vendus en France, comme Madame, je dis son nom parce elle est tellement horrible, Urut El Krief, elle dit les Iraniens sont des nazis. Ah bon? Il y a des gens, des amis à moi, qui ont été en Iran, ils ont parlé dans les amphithéâtres iraniens, ils disent l'amphi est plein, et la moitié de femmes et la moitié d'hommes. Les femmes en sont voilées, bon, mais c'est pas notre affaire, déjà. Et en plus, les Iraniens étaient prêts à des concessions. Ils étaient en pleine négociation et les négociations se passaient bien. Et les Occidentaux, c'est-à-dire Israël et l'Amérique, ont commis cette infamie de bombarder l'Iran en pleine négociation. C'est honteux, ils ont perdu tout crédit moral. Donc mon livre, c'est cette colère que je porte en moi contre cette destruction de l'humanité. Aujourd'hui, les êtres les plus humains sont du côté palestinien, du côté iranien, et pas du côté ni américain, ni français, ni occidentaux en général. Donc, oui, j'ai vu un film pas plus tard qu'il y a 2 jours, ça s'appelle Ce qui reste de nous, avec un très grand acteur palestinien qui était qui était israélien, mais il est mort, qui s'appelle Bakri, qui s'appelle Ce qui reste de nous. Et dans ce film, il rencontre un imam qui lui dit une histoire de don d'organes. Son fils a été tué par l'armée israélienne. Et l'idée avait germé de donner le cœur et les reins de l'enfant à les transplanter. Et l'autorité spirituelle là, qu'ils ont été consultés, qui leur dit, gardez votre humanité, vous, Palestiniens, nous, Palestiniens, c'est la plus haute forme de résistance que nous avons. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. De Gaza, nous recevons des poèmes,
des peintures. C'est une culture extraordinaire qu'il y a dans le monde palestinien. Le monde israélien, malheureusement, c'est un monde d'assassins aujourd'hui. Ils ont tué 20 000 enfants à Gaza sans que ça les bouleverse. C'est de ça dont parle mon livre. Voilà. Moi, je ne comprends pas toute votre histoire. C'est-à-dire, ça fait combien d'années qu'il pleut toujours des missiles sur Israël et qui viennent de l'Iran surtout, Il n'y en a aucun. comme il n'y a aucun. Aucun. Il y a eu d'abord la guerre de l'année dernière, ce qu'on appelle la guerre de 11 jours. La Euh, guerre de 11 jours D'où l'année vient ce dernière. missile d'Hezbollah Le Hezbollah, l'Israël occupe le sud il, Liban. il a, C'est pas l'Iran, ça d'abord, c'est le Hezbollah. Ils ont des soutiens en Iran. Là, Israël a des soutiens aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Le Hezbollah se battait en solidarité avec les Palestiniens. Ils ont dit le jour où on arrête de bombarder Gaza, ils arrêtent de bombarder. Ils ont fait un cessez-le-feu qu'ils ont respecté depuis un an. Et pendant cette année-là, tous les jours, Israël a bombardé Beyrouth, a détruit des immeubles. L'Iran n'a attaqué personne. Par contre, tout le monde l'attaque. Il y avait des, comment on appelle ça, des sanctions terribles, des sanctions terribles. Si par exemple quelqu'un achetait du pétrole iranien, il avait des sanctions des États-Unis. Alors, la morale, elle n'est pas du côté occidental. L'Occident est aujourd'hui, c'est autodétruit. Peut-être c'était latent déjà. Le colonialisme est quand même une affaire occidentale. Donc aujourd'hui, les masques sont tombés. On sait où sont les barbares. Israël a bombardé des universités iraniennes. Pourquoi? Ils ont bombardé à tel point que même Trump a dit à Israël d'arrêter parce qu'il bombardait des centrales au pétrole, qui a créé une pollution énorme sur Beyrouth, sur cette ville de Téhéran. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un bijou de la culture mondiale. Ils ont bombardé Ispahan, qui est un des bijoux de la culture universelle. C'est comme si on bombardait, je ne sais pas moi, Florence. On bombarderait la tour de Pise, pourquoi pas? Eh bien, eux, ils le font. Et qui va les arrêter? je ne peux pas. L'Iran, aujourd'hui, demande trois choses, hein. Il ne demande pas beaucoup de choses, il demande trois choses. Qu'on arrête les bombardements. Quand même, c'est un minimum. Non seulement qu'on les arrête, mais qu'on les recommence plus. L'année dernière, ils les ont bombardés et ils recommencent cette année. Dans tous les ans, ils vont faire ça. Bon. Deux, que les dégâts qui ont été faits soient indemnisés. Trois, qu'on arrête d'embêter le Liban, qu'on arrête de bombarder le Liban. À partir de là, on va négocier. Vous voulez qu'on arrête nos trucs atomiques? Ok, ils étaient prêts. Ils avaient signé un accord. Qui l'a déchiré, l'accord? Qui ne l'a pas respecté? L'Iran est un grand peuple, un grand pays, et sa parole, il la respecte. Les Occidentaux sont devenus aujourd'hui, ne respectent plus rien, surtout pas leur parole. C'est la doctrine de Machiavel. Un vrai prince, quand il promet quelque chose, il ne doit pas le respecter. Alors, Voilà. je vais jouer la carte encore plus difficile. Pourquoi, dans ton analyse, jusqu'à maintenant, je crois que j'ai lu au moins de la dernière partie des livres, je l'ai lu tous ces livres. Mais jamais tu fais une analyse où tu poses la question autour de la fitna et du djihad. Moi, que je viens de l'autre planète,
pas en tant qu'Italien, en tant que drôle d'intellectuel qui a un itinéraire que je n'ai pas un frère à côté de moi, presque. Moi, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi était contre Israël en première ligne l'Iran. Et il y a une question que tu ne mentionnes jamais, la différence. Il faut dire que les mots djihad t'emploie, mais surtout les mots C'est pas un mot chiite, c'est pas un mot iranien d'abord. C'est un oui, mot, oui. Alors, quand il y a eu la guerre en Irak, oui, les mais il y Occidentaux a ont la créé, guerre entre la guerre interne, disons, et il y a la guerre extérieure. Il y a la guerre des djihad aux, aux non-musulmans, non? Non assujettis à la loi, pas aux hommes, et il y a la guerre entre, disons, il y en a d'autres, entre sunnites et chiites. Il y a, la guerre, les sunnites ont toujours voulu écraser les chiites. C'est l'origine du chiisme d'ailleurs. Les enfants, on ne va pas remonter à cela, mais enfin au 7e siècle. et quand dans ta lecture, tu remontes au Caïn, donc on peut même remonter même à la question fitna et djihad aussi. Non, non, non. Le djihad, d'abord, c'est pas une notion chiite, d'accord? Quand on a créé l'État islamique, eux, c'était le djihad. Et les origines de l'État islamique, après la catastrophe que les Américains ont fait en Irak, ils ont créé cet État islamique. On sait aujourd'hui qu'il y a des liens entre Israël et l'État islamique. Et qui est-ce qui a écrasé l'État islamique? C'est les Iraniens. Ça, les gens ne le savent pas ou ils ne veulent pas le savoir. L'Iran, ce qu'ils veulent, c'était le développement économique, le développement culturel. Pourquoi produisent-ils tant d'ingénieurs? Pourquoi est-ce que les femmes sont... 99% des Iraniens aujourd'hui sont alphabétisés. C'est le seul pays au monde où il y a le plus de gens alphabétisés. C'est pas pour faire la guerre, pour se défendre peut-être. L'Iran a inventé un système politique. Je ne vais pas le juger, il ne faut pas tout le temps juger. Mais constatons une chose, ils ont inventé un système politique qui mériterait vraiment des études approfondies, qui a été très... Prends un exemple, la guerre actuelle a démarré comment? Les Américains et les Iraniens avec les gens d'Oman qui étaient arbitres, d'accord? Ils négociaient des accords. Et les gens d'Oman ont dit les négociations se déroulaient très bien. Ils avaient un rendez-vous pour mardi pour conclure la négociation. Samedi, donc 2 jours avant mardi, Israël a bombardé et a tué le leader, qui était d'ailleurs très très malade, Khamenei, sa fille, sa petite fille et 40 dirigeants. La bêtise de ces gens-là, c'est de croire que si on décapite le chef et les autres, le régime va s'effondrer. Or, l'Iran ne s'effondre pas. Ils peuvent tuer plein de monde. L'Iran a monté un système très original, un peu comme le Vietnam peut-être à l'époque, comme la guerre contre les Américains, qu'ils appellent aujourd'hui un système en mosaïque. un système, Les, En mosaïque, un mosaïque, je n'avais pas compris, pardon. on peut tuer, on peut détruire Téhéran, la guerre continue. À moins de raser tout quand même. Mais ça, c'est quand même 1 million de kilomètres carrés. Ça a été une horreur, cette guerre qu'Israël a déclenchée. Monsieur Rubio, comme il s'appelle, Rubio, oui, a dit lui-même, nous avons été obligés de rentrer dans la guerre à cause des Israéliens. Parce que comme ils avaient bombardé, ils savaient que l'Iran allait répliquer.
Et donc, ils allaient être touchés, donc ils sont rentrés. Tout ça, c'est les horreurs. Monsieur Netanyahou a dit une phrase extraordinaire. Depuis 40 ans, je rêve de cette guerre. Il a dit ça. Depuis 40 ans. Il y a 40 ans, déjà, il a emmerdé le monde en disant l'Iran est en train de construire la bombe atomique. Ce qui est un mensonge. Ils n'ont jamais commencé à la construire. Peut-être maintenant, ils vont la construire, je ne sais pas. Parce qu'ils en ont marre de ces attaques permanentes. Ils ont été attaqués par l'Irak, armés par les Américains et Israël. Ils ont des sanctions permanentes. Quand ils signent un accord, on ne le respecte pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les Iraniens? Ah, ils ont une stratégie, ce n'est pas des idiots, hein. Ils ont une stratégie de la résistance. Voilà. Et le Hezbollah avait arrêté de bombarder Israël. Ils ont repris quand Israël a tué le chef suprême de tous les chiites. Si on tue le pape aujourd'hui, est-ce que les chrétiens ils vont être contents? Il me, Voilà. Tout ça va finir en catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Israël est bien bombardé aujourd'hui. Et même le général en chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, qui s'appelle, il a dit l'armée israélienne n'en peut plus. Ça fait presque 3 ans maintenant que les gens sont les réservistes. Ils ont laissé leur travail, ils laissent leur famille, ils laissent tout, mais ils n'en peuvent plus. Et l'autre continue à faire la guerre. Et si quelqu'un dit non en Israël, comme le précédent ministre, il est renvoyé. Il faut que l'Occident comprenne que des nazis ont pris le pouvoir en Israël et que toute parole critique est évidemment éliminée. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit ça. L'ancien chef d'état-major, Herzl Halevi qui s'appelait, a dit on n'en peut plus. On a dit vous êtes pessimiste, et ils l'ont chassé. Le chef du Mossad, Barnea, a dit c'est pas possible, on doit arrêter, on n'en peut plus. Il a été licencié. On a mis à sa place un espèce de nazi qui s'appelle Monsieur Zini. Quand est-ce que l'Europe va comprendre ça? Pourquoi soutient-il ce régime nazi? il y a, je sais pas, Voilà, mon t'as une prophétie à faire de comment c'est impossible presque, mais je la pose comme question. Quels sont, selon toi, les développements prochains dans les prochains 30 ans? Qu'est-ce qu'il y aura là? On peut essayer de Ben, dire, Israël, d'une certaine façon, Israël s'est suicidé. Tout le monde déteste Israël aujourd'hui. Dans le monde entier, aux États-Unis, à Paris, en Italie. En Italie, vous êtes parmi les meilleurs. En Espagne, des centaines de milliers de gens dans la rue crient leur hostilité à Israël. Israël qui était tellement admiré, aimé, aujourd'hui, elle est détestée partout. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que cette crise très grave que nous traversons, le sionisme s'écroule et que les Israéliens, les Juifs israéliens, ils réfléchissent un peu, ils disent on ne peut pas continuer avec ce système, il faut changer le système. Et le système, il faut donner aux Palestiniens l'égalité des droits. C'est pas énorme, l'égalité des droits et des devoirs. Qu'ils aient le droit de se promener, qu'ils aient le droit d'avoir un passeport. J'espère que de cette catastrophe va nous libérer de ce système idéologique malade, dangereux, qu'on appelle le sionisme. Nous sommes nombreux juifs en France, nous avons créé des associations, j'en fais partie d'ailleurs certaines, qui se déclarent antisionistes. En Amérique, alors, l'Amérique où les juifs étaient tellement le soutien d'Israël, maintenant, la majorité, et en particulier dans la jeunesse, ne veulent plus entendre parler d'Israël. Alors Netanyahou a dit, je m'en fous des juifs, moi j'ai derrière moi les évangélistes.
Bon, eh ben, débrouille-toi avec les évangélistes. Mais ils sont tombés sur un os qui s'appelle l'Iran, et l'Iran va les vaincre parce que C'est comme, le pétrole va monter à 150 dollars le baril. Déjà, il est à 115. Il y a un déficit d'approvisionnement en plein de choses. Ils vont être vaincus par ça. L'Iran, gagner la guerre, c'est quoi pour un Iranien? C'est ne pas la perdre. C'est ça. Le jour où les Américains, déjà, leur porte-avions, là, Gerald Ford, a été touché gravement hein, par les missiles iraniens. Au début, ils nous ont raconté une blague que c'est le séchoir à cheveux ou cheveux à quoi, qu'il y a un court-circuit. Allez, on s'aperçoit maintenant que la moitié du bateau a cramé. C'est pas le séchoir, c'est pas le truc. Je pense que les Iraniens vont gagner cette guerre. Ils l'ont déjà gagnée. Voilà. et une dernière question à côté de ça, très difficile toujours à saisir. Les citoyens dans la planète, il est, comment dire, presque couvert d'un d'un double, d'un double envoi des fake news. Parce Je que sais pas. nous avons soit les fake news des services secrets d'un côté et des services et des chancelleries des autres. Et donc, l'espace comment dire, pour la vérité, c'est vraiment Vous oubliez difficile à quelque chose. cerner. Vous C'est-à-dire, oubliez- da comme tu parles, et tout le mouvement des femmes, les questions autour des femmes en Iran, ça n'existe pas. C'est vrai qu'elles sont pas, si on va entendre les féminismes, ils sont pas heureux dans l'Occident non plus, ces femmes, mais ce n'était pas les mêmes traitements. Non, ça devient quelque chose qui n'est pas véritable, qui c'est beaucoup moins. Il y a des indices qui vont dans cette direction-là que tu dis. C'est le peuple qui a les femmes elles sont au 70% avec maîtrise. C'est une énormité. Il n'existe pas. Face entre hommes et femmes, il y a 7 femmes qui sont aux maîtrises en Italie. Ils sont les moins, la Je moitié comprends presque. pas bien ce que tu dis. Tu parles, tu dis, il y a d'un côté une version et de l'autre côté une autre Difficile version. Des fake news des deux côtés. Mais des tu oublies une chose. Tu oublies une chose importante. C'est qu'il y a une troisième voie. C'est que maintenant, je parle de la France, mais en Italie, ça doit être pareil. En Espagne, c'est pareil. Surtout en Espagne. C'est développer ce qu'on appelle des médias alternatifs, qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre. En France, nous avons comme ça des chaînes qui s'appellent Blast, qui s'appellent Élucide, qui s'appellent, il y en a plein, qui s'appellent L'Humanité, qui s'appellent Investigation, et qui, eux, nous donnent des informations qu'ils obtiennent plus ou moins comme ça, qui sont ni d'un côté ni de l'autre. La fameuse manifestation en Iran qui aurait été écrasée dans le sang, nous avons des images, des vidéos qui nous montrent que c'était des petits commandos du Mossad et de la CIA qui ont tiré sur la police iranienne et sur la foule iranienne. Mais les médias officiels n'en parlent pas. Mais les médias alternatifs, comme on les appelle, je ne sais pas si vous connaissez Blast, Non, ils ont fait. mm, Nous avons le développement grâce à YouTube, grâce à Internet, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui des médias alternatifs. Et je suis sûr qu'en Italie, vous en avez aussi. Donc il n'y a pas deux, il y a trois. Il y a, j'espère. il y a d'un côté les deux adversaires, les deux ennemis, mais il y a aussi des gens qui en ont marre des médias officiels,
qui racontent n'importe quoi et qui ont monté des chaînes de télé, petites peut-être, mais suffisamment importantes. Maintenant, il y en a des qui sont assez importantes. Bien, il faut le lire, hein. Il faut qu'il soit lu. La question, c'est, Je l'ai écrit pour qu'on le lise, hein? parce que j'ai écrit pour que les gens le lisent, oui. Voilà, voilà, il faut se confronter avec. C'est Parce pas, qu'il faut penser à l'avenir. À l'avenir, parce qu'aujourd'hui, dans le présent, on nous présente, à cause d'Israël, M. Netanyahou a été raconté que la Shoah, que Auschwitz a été fait par les Palestiniens, que le moufti de Jérusalem avait été voir Hitler et qui lui a dit faites des camps, des chambres à gaz. On sait que c'est faux. On veut ce que fait le sionisme, monter contre les juifs et les musulmans l'un contre l'autre. Moi, je suis un Tunisien, j'ai vécu en Tunisie. Les Tunisiens que je visite souvent ne sont pas mes ennemis. Les gens comme moi, et on est nombreux. Je peux citer le cas en Amérique de Finkelstein qui fait un travail incroyable, lui. Nous préparons l'avenir. Quand tout ça va tomber, il n'y aura pas la haine, parce que normalement, c'est normal, les Arabes, ils doivent haïr ces Juifs qui tuent leurs enfants. Il y aura eu quand même une petite minorité courageuse, qui a dit non, ce qui permettra de poser les bases d'une reconstruction de l'humanité qui aujourd'hui est déchirée. Voilà, c'est un message d'optimisme. Nous travaillons, les gens comme moi, nous travaillons pour l'avenir, pour la réconciliation, pour la reconstruction. Il faudra reconstruire tout ça, faut- reconstruire le droit international, reconstruire l'économie, plein de choses. Ces gens-là laissent un champ de ruines derrière eux. Regardez ce qui est devenu Beyrouth, ce qui est devenu Gaza. Pas un immeuble debout. C'est quoi ça, cette barbarie? Nous avons le cœur brisé par ça. En tant que juif, j'ai eu le cœur brisé de savoir que les Gazaouis n'ont même plus un toit. Ils vivent dans des tentes. Ils n'ont souvent même pas de quoi manger. Et on les bombarde encore. Qu'est-ce que j'ai à voir à faire avec ça, moi? Voilà mon message. Je salue nos j'ai, frères musulmans, nos je te frères remercie palestiniens. et je vais à publier la version En en italien. italien du Peut-être tu texte. me l'as fait, comme on a un peu parlé librement, peut-être ce serait bien que je la relise, que je la revoie. Oui, oui, en italien ou tu veux voir les textes en En français? italien, en italien. Italien, oui, oui, d'accord, d'accord. Mais Comme ça, peut-être je dirais on enlève ça. Voilà. oui, d'accord. S'il y a des détails, mon style, est plus le plus littéral possible. Oui, Et mais peut-être on a. parfois, ce n'est Le pas. sujet est tellement chaud qu'on s'échauffe. Oui, oui, d'accord. Et puis nous deux, on n'est pas sur la même ligne. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de ligne. Hein? Il n'y a pas de ligne. T'as pas de ligne? Il n'y a pas. Si, C'est tu en as une quand tu. c'est toujours un cercle et on est encerclé dans plein de lignes. Oui, c'est une métaphore. Oui, oui, Giancarlo, ti auguro una buona notte. altrettanto. Grazie, Gerard. Ciao, ciao, grazie a te. Prossimo.